Super, merci beaucoup Céline. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Wassim Samad, je suis français et j'habite au Japon depuis maintenant 1 an et demi. Je suis développeur full stack en freelance depuis environ une dizaine d'années. J'ai commencé par le web et mobile, puis depuis environ 5 ans, je me suis spécialisé dans le web en 3D et dans la VR AR. Et en parallèle de ça, je suis créateur de contenu sur YouTube où je parle essentiellement de créer des sites web en 3D, notamment sur la technologie React Refiber. Et ça, on va en parler à la fin de cette Malte Academy. Alors, le sommaire, ça va être de parler de qu'est-ce qu'une application 3D, en quoi c'est potentiellement l'avenir du web, est-ce que ça va remplacer les sites web qu'on connaît et tout ce qu'on connaît ou pas forcément. Dans un second temps, on va voir les technologies qu'il faut savoir maîtriser pour pouvoir être à même de créer ces applications en 3D, comment les faire, qu'est-ce que ça implique. Et puis, dans un dernier temps, on va voir comment on peut apprendre à gérer ces technologies, à créer nous-mêmes nos applications en 3D avec tout un tas de ressources. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une application web en 3D? Alors c'est une expérience en 3D, c'est-à-dire on va avoir soit un site, donc une page web qui contient intégralement de la 3D, donc on va être immergé dans un monde, dans une expérience 3D, ou alors ça peut être simplement un encart d'un site, par exemple un configurateur de produits. On va avoir un site web classique, mais on va avoir une partie du site où on va pouvoir prévisualiser cet élément en 3D, tourner autour, et ça va quand même être du web en 3D. Le gros avantage de passer par un site web en 3D par rapport à une application ou à un jeu quand on est dans du jeu web 3D, c'est le fait qu'il n'y a aucune friction, ça ne demande pas d'installation, c'est accessible depuis un navigateur, donc tous nos appareils modernes, que ce soit nos ordinateurs, mobiles ou tablettes, ils ont un navigateur et c'est ce qu'on utilise au quotidien. Donc il n'y a pas à passer par les stores, il n'y a pas d'installation et on est à même de promouvoir ce contenu directement aux utilisateurs avec aucune friction. Et un avantage majeur de créer de la 3D dans les sites, c'est qu'on passe des sites classiques en 2D, donc avec du texte, des images et de la simulation des fois de rendu 3D, à réellement des expériences en 3D où on peut rajouter beaucoup plus d'effets, des choses plus visuelles et plus immersives. Alors si c'était un peu théorique, maintenant on va voir concrètement des exemples et des cas d'utilisation où la 3D apporte une vraie plus-value au site web traditionnel jusqu'à présent. Alors le premier exemple que je trouve sympa de voir, d'ailleurs ce lien, je vais vous le partager à la fin, c'est tous les liens que je vais parcourir avec vous dans cette Malte Academy. Donc, le premier cas d'utilisation, quand on me demande ce que je fais, c'est de parler d'un configurateur de produits. Notamment, par exemple, chez Ikea, on a ce configurateur d'armoire. Donc là, on est sur un site web. Je suis sur le site d'Ikea. On peut visualiser en temps réel ce qu'on est en train de faire, mettre si on est la nuit, le jour, modifier les dimensions pour que ça s'adapte à chez nous en fonction de si on configure tout très bien. On peut choisir les matériaux, prévisualiser réellement ce que ça va donner chez soi, sans forcément aller en boutique. Et c'est ça le gros bénéfice de la 3D dans du e-commerce. Ensuite, un autre exemple que j'ai, ça va être ce site. Il me semble que ce n'est pas un vrai site, mais plus une démo technique qui permet de visualiser une sneaker, donc ces chaussures. On a un site classique, là c'est du HTML, CSS, et derrière on a de la visualisation 3D. Mais on peut faire voir en 3D et visualiser la chaussure dans un élément virtuel. On pourrait assimiler ça à une vitrine d'une boutique physique, sauf qu'on est toujours chez soi, sur notre appareil, et on peut aller autour de la chaussure, voir les matériaux, les effets de lumière, le fait qu'on puisse naviguer, changer la couleur. On est dans un environnement bien plus intéressant où les créateurs de marques, de contenu peuvent nous emmener où ils veulent, parce que là, on est dans un environnement imaginaire. On ne pourrait pas forcément faire ça dans une vraie vitrine d'une boutique en physique.
Alors ensuite, un autre cas d'utilisation qui est très utile avec le web en 3D, c'est l'environnement éducatif. Alors il y a ce site. L'avantage, alors est-ce que j'ai la 3D? Ouais, c'est en train de charger. On a cet environnement ultra visuel. Je remets mon écran en grand. On a cet environnement ultra visuel. Et là où ils auraient pu tout simplement afficher des blocs de texte, ils ont créé un environnement où on a envie d'aller chercher l'information, où chaque utilisateur il va choisir son rythme parce qu'il l'intéresse le plus. Moi, par exemple, je peux aller sur Cemetery Island, mais peut-être que une autre personne va aller plus vers cet endroit. Et chacun va avoir sa propre expérience. Il n'y a plus un fil directeur linéaire, mais on peut vraiment parcourir le site comme bon nous semble. Et le taux de rétention d'utilisateurs et la durée sur laquelle ils vont naviguer sur le site est probablement bien plus grande. Ensuite, un autre exemple dans l'éducatif, c'est un tutoriel que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est l'utiliser comme prof de langue en japonais. Donc, comme je vis au Japon, j'apprends le japonais, je me suis dit comment je peux utiliser l'IA et la 3D pour apprendre le japonais. Et je trouve que la 3D, ça apporte un plus parce qu'on va être à même de prévisualiser le résultat, voir la personne parler, être immergé dans une salle de cours. Et là, si on prend cet exemple, on peut voir que je suis dans une salle de cours tout seul. Et par cet tutoriel, je n'ai pas poussé plus loin le projet, mais on pourrait être en multijoueur. Enfin, pas forcément joueur, mais en multi-étudiant et avoir une vraie salle de cours avec d'autres étudiants sans forcément se déplacer. Alors, pourquoi j'arrive pas à quitter cette fenêtre? Okay. Ensuite, un autre cas d'utilisation bien sympa de la 3D, c'est la gamification. Donc, pour la gamification, c'est un sujet où je ne vais pas forcément montrer l'exemple, mais on a la marque Wigo qui a fait un site incroyable pour promouvoir sa marque. Là, l'intérêt, il est surtout de marquer les esprits, d'avoir des gens qui vont jouer, puis à la fin, avoir un call to action, remplir un formulaire pour, une fois de plus, avoir une expérience qui se démarque des autres, avoir les gens qui passent plus de temps dessus parce que maintenant, on est habitué sur nos appareils à avoir des expériences plutôt haut de gamme. Sur nos téléphones, on a des jeux de plus en plus évolués. Donc, sur le web, si on fait un jeu, on a plutôt envie que l'expérience soit bien, sinon on ne va pas vouloir forcément aller au bout de l'expérience. Un autre cas d'utilisation, c'est la data visualisation. Donc ça, il y a déjà des librairies pour faire des graphes qu'on est amené à utiliser qui permettent de simuler de la 3D. Et il y en a également qui sont en train d'arriver dans le monde du web 3D, qui permettent de visualiser de la donnée, mais d'avoir ces infos en 3D qui permettent d'ajouter une dimension et de visualiser mieux les informations. Donc la librairie s'appelle CubeGL. Je crois que c'est dans Showcase où on a un vrai exemple en temps réel. Là, on voit le trafic dans la ville de Porto. C'est un des cas d'utilisation pour la data visualisation. Mais bien sûr, ça peut s'appliquer à tout type de choses. Ensuite, les autres cas d'utilisation, on a les métaverses. Donc là, ça va être créer soit du jeu, un environnement où les gens vont passer du temps, soit ça peut aussi être lié à l'éducatif, comme l'exemple que je vais vous montrer juste après. Ou alors, par exemple, un des clients pour lesquels je travaille actuellement, qui est un casino en crypto-monnaie, et où là, l'expérience, elle existe déjà en 2D, mais on est sur le développement d'un jeu de poker en ligne en 3D, où les joueurs peuvent jouer ensemble, et c'est plus immersif, les gens passent plus de temps que dans l'expérience classique en 2D. Alors, un exemple de métaverse, j'ai pris Code Club. C'est une expérience solo, donc je ne sais pas si le terme métaverse peut vraiment s'appliquer, mais ça permet de se rendre compte à quel point on peut aller dans un univers alors qu'on est sur un site web. Là, on est à moitié dans l'éducatif parce que c'est le club de sport. Ça permet de le découvrir une fois de plus en suivant son propre cheminement, en allant là où ça nous intéresse, tout en ayant une expérience agréable.
Ensuite, le dernier cas d'utilisation que j'ai, c'est d'avoir une expérience unique. J'ai ce site, Atmos. J'en avais également fait un tuto où je montrais comment recréer ce site en utilisant une des technologies que j'affectionne beaucoup. Et là, on a un site classique, on va afficher des informations. Le besoin de la 3D, il n'était pas forcément omniprésent, mais ça permet de créer une expérience qui se démarque des autres et d'avoir les gens qui vont se rappeler, ça va créer un souvenir chez les utilisateurs. Dès que quelqu'un voit cet avion, ils savent que c'est rattaché à la marque Atmos et ils se souviennent de ce site beaucoup plus que tous les sites qui peuvent se ressembler, partager le même style de design. Alors, est-ce que le web 3D, c'est l'avenir du web? À mes yeux, ça va y contribuer. Déjà, ça apporte un côté beaucoup plus immersif. Ça permet d'afficher des rendus de lumière. Donc, si on a un produit, on peut tourner autour, voir exactement comment il réagit à la lumière. Ça permet de beaucoup mieux se projeter. Le fait de pouvoir mettre différentes textures et de voir comment est le rendu quand on tourne autour d'un produit, ça va permettre, par rapport à une boutique physique, là on est dans le cas de l'e-commerce, de vraiment se projeter. Et on peut emmener notre utilisateur à faire beaucoup plus de choses puisqu'on le projette réellement dans un univers 3D. Donc en rajoutant cette dimension, les utilisateurs peuvent faire beaucoup plus de choses. On peut également rajouter des effets spéciaux, faire des choses beaucoup plus intéressantes visuellement. Pourquoi on n'en est qu'au balbutiement du Web 3D, même si ça fait quand même quelques années que les technologies sont là, mais les technologies évoluent très vite. On peut le voir avec nos appareils qui sont de plus en plus puissants. Si on prend nos téléphones, si on prend chaque année, par exemple, le nouvel iPhone ou le nouvel iPad, on en est maintenant au processeur M4 sur les nouveaux iPads. On a vraiment des machines ultra performantes et les navigateurs web, jusqu'à présent, se restreignaient à faire de la 2D, afficher du texte et des images, et on a des appareils qui permettent beaucoup plus que ça. Dans le web, hein, bien sûr, on a des applications 3D qui permettent déjà de jouer à des jeux ou de voir du contenu en 3D. Mais maintenant, on a également les navigateurs qui permettent d'arriver à des performances plus ou moins équivalentes. Avec le développement de WebGPU, c'est une des technologies qui permet d'utiliser les dernières fonctionnalités des cartes graphiques, qui est une technologie pour navigateur et qui va permettre d'avoir des performances quasi équivalentes à faire une application native. Ou également, on peut avoir notre contenu qui est projeté sur des nouveaux devices, donc avec l'API WebXR, qui est une API JavaScript, qui permet très facilement de rendre notre site web visualisable via des casques de réalité virtuelle en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, et également sur nos téléphones avec le bouton voir en réalité augmentée. Et je pense qu'on en est encore qu'au balbutiement parce qu'il y a qui est arrivé il y a maintenant 1 an et demi que ça a vraiment éclaté. Il n'y a pas encore énormément d'applications qui ont vu le jour autour de la 3D par rapport à ça. On est en train de voir, par exemple, des plateformes qui permettent de générer des modèles 3D et qui permettraient de créer ce qu'on veut, comme on fait déjà avec des images, plus récemment des vidéos. On va potentiellement avoir ça pour la 3D. Alors, comment on peut faire pour créer son site web en 3D? Il y a différents langages, tout est basé sur le WebGL. En 3D, on a OpenGL qui permet de rendre du contenu en 3D à l'écran, donc d'afficher des formes 3D sur un écran qui chez nous sont en 2D. Et en WebGL, pour utiliser l'API, parce que c'est quelque chose de très compliqué, on va utiliser des langages tels que Three.js, que moi j'affectionne particulièrement, ou Babylon.js, qui vont utiliser l'API WebGL pour nous permettre de créer plus facilement du contenu en 3D. La différence entre Three.js et Babylon.js n'est pas énorme. Three.js a une plus grosse communauté, mais au niveau des performances, on est sensiblement équivalent. Il y a peut-être moins de ressources et moins d'engouement autour de Babylon.js, même si les performances sont là. Donc il n'y a pas
de vraies raisons de choisir l'un plutôt que l'autre, si ce n'est l'accès à l'apprentissage. Après, quand on utilise des frameworks pour faire son site web, soit React, Vue ou encore plus haut niveau avec Next.js ou Vuex, on peut utiliser des frameworks tels que React Free Fiber, qui est celui que je maîtrise le plus et que j'enseigne sur ma chaîne YouTube. Donc là, c'est pour utiliser avec React, déclarer des composants pour utiliser Three.js en plus bas niveau. Et ça permet d'avoir accès plus rapidement à des composants prêts à l'emploi et de pouvoir créer à plus haut niveau notre expérience 3D plus rapidement et plus simplement, sans perdre le côté plus bas niveau du vanilla JavaScript. Et il y a exactement les mêmes équivalents qui existent, bien que un peu moins développés, moins matures pour le moment, qui sont 13.js, qui est l'alternative pour Three.js, mais pour Vue.js, et Angular 3, qui est la version Angular de Three.js. Une alternative pour faire des applications web en 3D, c'est d'utiliser des moteurs traditionnels de 3D, notamment Unity ou Godot, Godot qui est un moteur open source. Le seul avantage que je verrais à passer par là, c'est parce qu'ils ont tout un éditeur prêt à l'emploi et c'est globalement plus rapide de créer son application dessus. Mais il y a beaucoup d'inconvénients, par exemple, créer une application, juste afficher un cube parce que ça va embarquer tout le modèle physique de Unity, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir afficher du Unity, ça va faire que notre application, par défaut, elle va être trop grosse. Donc dans la plupart des cas, c'est à éviter, sauf si on veut vraiment faire un jeu qui existe déjà en natif et qu'on veut potentiellement également l'apporter vers le web. Ça peut être une alternative, mais que je ne conseillerais pas forcément. Ensuite, quelles sont les limites de créer des sites web en 3D, notamment par rapport à créer une application native sur mobile ou de créer un jeu ou un logiciel sur ordinateur? La première limite, ça va être la bande passante, parce que sur nos mobiles, à moins qu'on soit en Wi-Fi, on va avoir le temps de chargement de la bande passante et on va avoir des limites de bande passante où tout le monde n'a pas 10 Tera par mois. Donc il faut trouver le juste milieu entre la qualité des modèles 3D qu'on va vouloir afficher, également les temps de chargement, parce que plus c'est gros, plus ça va prendre de temps à charger, et on veut quand même avoir un rendu intéressant, donc il faut trouver cette balance. Après, il va aussi y avoir la puissance des appareils. Nous, nos appareils, si on en achète un tous les 3-4 ans ou toutes les années en fonction des personnes, on va avoir des devices plus ou moins puissants si on achète le haut de gamme. Mais si on achète les premiers téléphones portables, les moins chers, on ne va pas avoir les mêmes performances, les mêmes cartes graphiques, ou même au niveau des ordinateurs, on n'a pas forcément des appareils qui sont optimisés pour afficher des grosses expériences 3D. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est adapter son expérience pour que quand on détecte qu'un appareil n'est pas capable de rendre tout ce qu'on a envie de rendre, commencer par désactiver, par exemple, les ombres, désactiver la qualité des modèles, et si jamais ça passe pas, peut-être avoir une version alternative de notre site ou très diminuée pour afficher une expérience 2D qui permet quand même d'accéder au contenu. Une autre délimitation qu'on a, ça va être le coût. Réaliser une expérience en 3D, ça nécessite plus de temps, généralement qu'un site web classique. Ça peut aussi nécessiter de faire appel à d'autres partenaires, d'avoir des personnes qui vont modéliser en 3D les modèles qu'on va avoir besoin. Et il y a également peut-être moins de freelance, puisque c'est un domaine un peu plus niche, moins de freelance et moins d'agences qui sont à même de créer ces projets. Et le dernier point, ça va être l'accessibilité. C'est quelque chose à garder en tête, c'est que si on affiche que des choses en 3D, nos appareils ne sont pas forcément capables de le lire via des liseuses, juste en regardant le contenu de notre site, parce que concrètement, ce qu'on affiche à l'écran, c'est des pixels sur un canevas, et du coup, on n'est pas capable de dire à l'utilisateur s'il est non ou malvoyant, mais qu'est-ce qui est réellement affiché à l'écran. Même si on voit de plus en plus que l'IA est capable de lire du texte directement dans nos images, par exemple
Sur Map, on peut sélectionner du texte directement dans des vidéos ou des images, mais il n'est pas en mesure de détecter les formes et nous décrire ce qui est devant nous, ni de cliquer ou bouger la caméra. Alors, les skills qu'on va avoir besoin pour apprendre et créer ces applications 3D, donc les compétences, ça va être tout d'abord de savoir faire du développement front-end, donc classique, web, HTML, CSS, JavaScript, et ou des frameworks tels que React et Vue. Mais à cela va s'ajouter apprendre le WebGL via une des librairies que j'ai mentionnées plus tôt, et également les paradigmes liés à la 3D. Donc tout ce qui est charger des modèles 3D, comment ça marche les animations, comment faire de la physique si on veut faire une expérience où on a un moteur physique qui s'applique, qu'est-ce que les shaders, et ça, si on ne s'est jamais plongé dedans, on peut apprendre, mais c'est des compétences complémentaires. Ensuite, par rapport à un site web où on peut avoir besoin de photos et d'images, là on va avoir besoin de modèles 3D qui vont venir composer notre expérience. Donc il faut savoir soit soi-même gérer des outils pour créer ces modèles, soit faire appel à des freelances ou des modeleurs 3D qui peuvent les créer pour nous, soit aller sur des plateformes, ça je vous en partagerai quelques liens après, pour trouver des modèles qui permettent soit de les acheter ou de les utiliser directement dans nos expériences. Et ensuite, designer une expérience 3D, c'est pas la même chose que designer un site web classique, parce que c'est pas juste un encart qui est en 3D et un encart qui est en 2D classique, bien qu'on peut avoir des expériences où ça s'y prête totalement. Si on va avoir une expérience complètement immersive, où on est un mix entre de la 3D et de la 2D, il faut avoir de l'expérience là-dedans et il faut savoir comment rendre ça de la meilleure des manières. Pour apprendre et créer ces sites web, je vous ai partagé le lien avec toutes les ressources. Donc, je ne sais pas si c'est nous envoyer le lien dans le chat, mais en tout cas, on va vous le partager. Il y a de la documentation. Donc, la documentation des frameworks est souvent très, très bien faite. Si on prend la documentation des Three.js ou React Free Fiber, par exemple, c'est carrément un cours à part entière. Ça va de comment installer, comment créer sa scène, à des exemples, aux bonnes pratiques de comment s'y prendre pour optimiser son site. C'est vraiment une mine d'or d'informations. Ensuite, il va y avoir différents tutoriels que vous pouvez trouver, soit sur YouTube et qui vont être gratuits. Je vous ai partagé plusieurs liens, dont le lien de ma chaîne. Il y a également des formations payantes. Je crois que je ne l'ai pas chargé directement, mais il y a le site Three.js Journey qui est pour moi la Bible pour apprendre Three.js et comprendre bien WebGL. Donc c'est un cours réalisé par Bruno Simon qui est également français, mais le cours est en anglais et qui va de A à Z pour apprendre Three.js, la version Vanilla. Et il y a un chapitre, je ne sais pas où il est, qui est dédié à React Free Fiber. Il y a également mon cours que j'ai créé qui est lui intégralement dédié à React Free Fiber. Donc pour apprendre via des projets comment créer ces expériences 3D. Et j'ai également partagé quelques cours via Udemy. Je sais qu'il y en a un très intéressant qui est comment créer une expérience multijoueur dans un métaverse. Et ça sera tout pour moi. Merci beaucoup. Du coup, j'attends vos questions. Et je vous ai partagé mes liens vers ma chaîne YouTube et mon Twitter. Merci beaucoup, Wassim, pour ta présentation et cette démo. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va laisser un petit peu de temps pour voir si ça arrive. J'ai bien partagé le lien du Notion avec toutes les ressources, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et je vois qu'on a déjà des questions. Donc, question de Lola. Est-ce que tu travailles avec des artistes 3D? Alors, ça m'est arrivé actuellement, par exemple pour mon
cours, j'utilise des assets que j'ai achetés et que je comment on dit, personnalise via un logiciel de 3D. Mais ça m'arrive pour certains clients justement de faire appel à des designers 3D, des artistes 3D, soit modeleurs, soit des graphistes qui vont faire la maquette du site 3D. Très bien, merci. Alors, on a une autre question d'Anthony que je vais pouvoir afficher à l'écran. Donc, au vu des différences énormes entre devices, comment fais-tu pour définir qu'un device est trop faible pour pouvoir faire tourner ton application? Alors, le principal indicateur pour savoir si l'expérience elle tourne bien ou pas sur un appareil, ça va être de regarder les images par seconde. Donc, si on voit c'est quoi le maximum de l'appareil, ça peut être 120 en fonction de l'écran, du taux de rafraîchissement, ou 60. Si on voit qu'on est bloqué à 10, à 20, à 30, si le maximum n'est pas 30, on va se dire qu'on est dans un état dégradé, désactiver différentes choses. Si on voit que ça passe, on s'arrête là. Sinon, on va aller encore plus dégradé, ou aller dans le sens inverse, de rajouter au fur et à mesure. Merci. On avait une autre question de Lola. Quel logiciel est-ce que tu utilises? J'imagine que c'est toujours dédié à la 3D. J'utilise Blender, qui est gratuit et qui permet de faire beaucoup de choses. J'utilise quelques add-ons sur Blender, notamment pour les textures. Et j'utilise plus récemment Nomad Sculpt, qui est une application sur iPad pour modéliser, pour sculpter des modèles en 3D. Et après, ça demande un peu un travail pour le rendre utilisable sur le web. Très bien, merci. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'onglet questions pour Olivier et Fabien. Je les ai déjà reportées, du coup, je vais pouvoir les afficher. Donc, la question de Fabien, c'était: as-tu une idée de l'impact sur le référencement? J'ai pas une idée globale, mais de ce que je vois, j'ai certains sites qui s'indexent avec une moins bonne note de performance parce que forcément ça a un plus gros impact au temps de chargement. Il y a des techniques d'optimisation pour éviter ça, mais ça va dépendre aussi du site. Si on est sur un encart qui est en 3D, on peut juste charger plus tard et ne pas impacter l'expérience et du coup ne pas avoir un impact. Mais dans certains exemples que j'ai montrés, on est dans une expérience complètement immersive, puisqu'il n'y a pas réellement de contenu textuel forcément, ça va avoir un impact sur le référencement. Et certains sites dits vitrine expérience unique, je pense que ce n'est pas leur premier critère que d'avoir un bon référencement, mais plus avoir une expérience marquante. Très bien. Ensuite, on avait la question de Nicolas au sujet des formats. Est-ce que tu charges les données en back-end ou est-ce que tu utilises des services de cache pour gagner en performance? Alors, j'utilise généralement un CDN pour les modèles. Donc, ça dépend des projets. Soit ça peut être, je les mets à la main parce que ça n'a aucune utilité de changer, ou ça change très rarement. Soit dans un back-office, on va pouvoir mettre les modèles qu'on veut utiliser et ça va mettre à jour sur le CDN pour que ça mette en cache sur les serveurs et du coup le temps de chargement plus rapide et que ça réutilise le fichier sans le recharger sur l'appareil de l'utilisateur. Merci. Une autre question d'Olivier. Penses-tu que le R3F soit le plus poussé pour activer AR ou via le WebXR ou passer directement en Vanilla ou SAS comme Wonderland? Alors, j'ai pas connaissance du SAS Wonderland, mais en tout cas, c'est ultra simple via une librairie qui s'appelle React 3XR, donc est vraiment liée à R3F, React 3 Fiber, que Olivier mentionne. Et c'est très très simple, il y a des contrôles, ça permet de rendre une expérience qui n'était pas en réalité virtuelle, réalité augmentée, et la pousser en quelques heures.
Bien sûr, il y a pas mal d'ajustements à faire, mais ça permet d'utiliser l'API très simplement. Et du coup, plus facilement qu'en Vanilla, comme demande la question. Très bien. Ensuite, penses-tu qu'un développeur web en 3D doit avoir de solides connaissances en conception de site web design? Là, la question, ça va vraiment dépendre du type de développeur. Par exemple, moi, je suis assez généraliste, touche à tout, dans le sens où je m'intéresse au design, que ce soit en 2D avant ou en 3D, et je peux mener un projet tout seul. Mais en fonction de si on rejoint une équipe en tant que freelance et qu'on va être affecté uniquement à la 3D, ou même au développement web plus généralement, on n'a pas forcément besoin d'avoir de l'appétence en web design, mais on va pouvoir uniquement faire les maquettes qu'on nous a données, mais pas créer le projet directement depuis ce qu'on a en tête. Merci Wassim. On n'a pas d'autres questions. Je vais peut-être laisser quelques minutes pour voir s'il en reste. Et en attendant, je vous mets directement dans le chat un lien Typeform pour nous donner votre avis sur le format, pour savoir si ça vous a plu, si c'est des thématiques que vous voulez revoir dans le futur. C'est hyper important pour Wassim, mais aussi pour nous, pour savoir qu'est-ce qu'on vous propose dans les prochains mois. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si Wassim, tu avais un mot de la fin ou un conseil à partager à la communauté. Le petit mot de la fin, c'est que personnellement, je suis vraiment passionné par ça, donc j'espère que ça va au moins en intéresser quelques-uns de plonger dedans, soit de visualiser les expériences que j'ai partagées, soit carrément d'apprendre à réaliser des expériences 3D. Et j'espère personnellement qu'on verra de plus en plus de sites web en 3D à l'avenir. Ok, très bien. Je crois qu'entre deux, on a une autre question. Deux même, je vais pouvoir les afficher. Donc, question de Christian. La classe 3D cours de langue, par exemple, dont tu parles sur ta chaîne, est-ce que tu proposes en prestation ou en accompagnement? La nouvelle version ChatGPT 4.0 change-t-elle la donne? Alors, pour la première question, c'est un projet où j'ai partagé entièrement le code source, mais comme ça utilise des API payantes, donc OpenAI et aussi une API pour générer l'audio via text-to-speech et speech-to-text, c'est pas un projet que j'ai gardé en ligne et que les gens peuvent tester directement. Mais le code source est accessible et il y a mon tuto pour enseigner comment, si on veut le mettre en ligne soi-même. Et c'est parce que je compte pas développer un business autour de ça que je l'ai pas gardé en ligne, parce que ça nécessiterait d'être payant. Et la nouvelle version de ChatGPT, est-ce qu'elle change la donne? Un peu. La qualité est meilleure, les réponses sont plus pertinentes, mais c'est pas game changer parce que le résultat était déjà très intéressant. Merci pour ta réponse. Ensuite, en général, est-ce que tu préfères les assets GLTF, j'espère que je le dis bien, avec les textures en backing ou modifiées dans Three.js? Alors c'est une très très bonne question parce que oui, déjà oui, tu le dis bien. Et en gros, ça va vraiment dépendre du projet. J'adore le rendu qu'on peut avoir en baking parce que ça, en gros, c'est d'avoir en ray tracing le calcul de la lumière et donc on a un rendu beaucoup plus qualitatif et ça nécessite un gros travail en amont. Mais le souci qu'on peut avoir dans certains projets, c'est que du coup, c'est plus dynamique, les ombres vont déjà être calculées, donc ça dépend vraiment du projet. Il y en a où c'est mieux, d'autres non. En tout cas, c'est globalement plus simple de créer un environnement de lumière dynamique dans Three.js. Mais le mieux, c'est de cumuler les deux, je pense. Merci. J'attends encore quelques secondes de voir si d'autres questions arrivent. Ça marche. Je vérifie. Je suis pas sûr d'avoir un autre mot de la fin. Bah non, du coup, on va garder celui de tout à l'heure, c'était très bien.
Sachez qu'un replay sera disponible et il vous sera envoyé demain, donc si jamais vous voulez revoir une partie, n'hésitez pas. Et là, vous voyez à l'écran les liens YouTube et Twitter de Wassim, donc n'hésitez pas à le suivre. Ça a l'air d'être bon niveau questions. Parfait. Bah, merci beaucoup, Wassim, pour ta présentation, ton temps, pour les questions. Et Top. merci à tous Merci beaucoup pour... à tous. Merci Céline.